Bonjour, je suis Émilie Soulier, je suis thérapeute holistique et voici mon index ABC. C'est une chercheuse de vérité, une enquêteuse, comme l'on dit. Et une chercheuse de vérité, c'est sans doute quelque chose qui pourrait aussi faire partie des titres lorsque on décide d'estampiller, parce qu'en France, on aime bien mettre des étiquettes, il faut mettre un nom, etc. Bon, en tout cas, c'est une thérapeute holistique. Alors, la présence d'Émilie qui est installée avec nous. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci d'être là. Merci Merci à vous. de raconter un petit peu votre histoire, votre parcours, votre expertise, la manière dont vous allez accompagner ceux et celles qui vous regardent aujourd'hui. Que c'est dur de mettre, je parlais des étiquettes tout à l'heure, on en parlait hors antenne, c'est compliqué de trouver un nom à votre expertise, parce que vous faites plein de choses. Bah oui, exactement. En fait, j'ai essayé de trouver un terme approprié. Ouais. Ce qui convenait le plus, c'était thérapeute holistique, parce qu'en fait, quand on dit holistique, on parle de la globalité de l'être. En fait, on va essayer d'aller chercher un peu dans tout ce qu'il y a dans l'être qui est en face de nous. Qu'est-ce qui bloque au niveau émotionnel, au niveau peut-être spirituel? Est-ce qu'il y a une ouverture spirituelle? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des énergies, au niveau du corps? Voilà, donc je vais aller chercher, je vais aller enquêter, aller voir où est-ce que ça bloque, dans quel domaine. J'ai dit chercheuse de vérité tout à l'heure, c'est vous qui l'avez préparé dans votre fiche de production. Chercheuse de vérité, quelle vérité vous cherchez? Alors, je pense que je l'ai à peu près trouvé dans, en tout cas, ce que je cherchais à la base, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce qu'on le sait vraiment? En tout cas, aujourd'hui, vous en êtes convaincu aujourd'hui. J'en suis convaincue, en tout cas. Ouais. De par vos ressentis, de par votre parcours de vie, de par votre expérience, évidemment. Voilà. Pourquoi est-ce que cette question, évidemment, c'est, je pense, même ceux qui ne se l'avouent pas, c'est la question existentielle, bien entendu. Pourquoi est-ce que cette question vous taraude? Enfin, elle me taraude plus, mais en fait, ça a commencé par le décès de ma maman. Ouais. Donc en fait, tout a commencé il y a 13 ans où j'ai perdu ma maman. Donc en fait, je devais aller... tout est parti en fait par rapport à mon papa. C'était le dernier jour de son travail, on devait aller fêter ça, donc dans un hôpital très connu où il y avait plein de monde qui était invité. Donc on se préparait en famille et tout pour aller voir mon papa, quoi. Et il nous appelle la veille en nous disant, en fait vous viendrez pas pour mon pot de départ. Alors je dis, attends papa, c'est pas normal. Comment ça se fait qu'on vient pas à ton pot de départ? Enfin, c'est impossible parce qu'en général ça se prépare, etc. Et il me dit, non, on pourra pas, parce qu'en fait, maman a quelque chose d'important. Elle doit aller consulter à l'hôpital. Et donc, en fait, demain, ça sera pas possible. Alors moi, franchement, je suis tombée des nues, quoi. J'étais en famille, à la maison. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu nous as jamais rien dit. Qu'est-ce qu'elle a? Et en fait, il nous annonce qu'elle a un cancer de la peau. Au départ, on le savait pas vraiment, on savait qu'elle avait quelque chose au niveau de la tête, et fallait faire des recherches, etc. Donc là, elle avait rendez-vous à l'hôpital, un rendez-vous qu'elle pouvait pas annuler. Et en fait, c'est parti de là. Donc je me suis dit, bam, c'est pas possible, quoi. Parce que... Et vous aviez 33 ans. Et j'avais... Un peu avant, 32 ans. Et votre maman part un an après. Oui. C'est ça, à l'âge où vous aviez 33 ans. Exactement. Qu'est-ce qui se passe dans les 33 premières années de votre vie? Il n'y a pas de spiritualité? Il y a pas... Vous êtes d'une famille... Alors, totalement fermé à ça. Totalement, enfin fermé. En tout cas, on n'en discute pas. Ouais. On n'en parle pas. J'ai jamais mis les pieds dans une église. La Bible, jamais lu. Non, aucune spiritualité, franchement. Rien du tout. Vous ressentiez déjà? Alors, moi, faut savoir que je suis quelqu'un de très émotive, très hypersensible, comme on dit. Très souvent dans... Vous avez l'habitude, j'imagine. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Et en fait, quand j'étais jeune, par exemple, je tombais dans les pommes. Très souvent, quand on... D'émotion? D'émotion. Ouais. Donc, j'ai été une fois à l'hôpital, quoi, parce que mes parents m'avaient puni. C'était pas une grosse punition. Et en fait, je l'ai pas supporté. Enfin, mon corps n'a pas supporté. Et j'ai fait une syncope, quoi. Ok. Donc, c'était quand même assez fort, quoi. Voilà. Donc, j'avais quand même cette hyper émotivité. Après, j'étais quand même une enfant qui était un peu la tête ailleurs, on va dire. À l'école, j'étais un peu seule, faut avouer. J'avais une copine.
souvent. J'avais qu'une copine, on était à 2, mais j'étais pas dans le groupe, par exemple. Et des ressentis? Les ressentis, on peut pas dire que j'avais des ressentis, mais à l'âge de 11 ans, par exemple, une nuit, je me suis levée et j'ai entendu une dame. Une dame. Et je pourrais pas savoir qui c'est. Et en fait, c'était une dame. Je dis une dame parce que ça avait une voix un peu féminine, mais c'est entre le féminin et le masculin, j'arrive même pas à dire. Voilà. Elle vous dit quoi? Je m'en souviens plus du tout. Okay. Je me souviens que ça parlait très fort dans mon oreille. Ça a duré. On pense que c'est long, mais je pense que ça a duré peut-être 15 secondes. Et en fait, je suis venue dans le salon et j'avais la chambre de mes parents à côté. Et je me souviens être debout en me disant qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me dit, quoi? Qu'est-ce qui m'arrive, en fait? Et je voulais aller réveiller mes parents. Et je me suis dit non. Je sais pas, comme un instant de me dire, ils vont me prendre pour une folle. Va te coucher en pleine nuit, et tais-toi. Voilà, c'est ça, tais-toi. Donc, ça se trouve que non, hein, mais bon, voilà, c'était un ressenti comme ça. Et après, j'ai été me recoucher, et puis, voilà, plus rien. Bon, et jusqu'à 33 ans, vous grandissez de quelle manière, alors, du coup? Ces perceptions persistent? Vous continuez à entendre, percevoir? Non, rien du tout? Franchement, non, pas grand-chose. À part que, voilà, cette intuition que j'ai. Plus. Qui me pousse tout le temps dans la bonne direction. Bon. 33 ans, le décès de votre maman, c'est le déclencheur? Ah oui. De la médiumnité? Alors en fait, donc ma maman est malade pendant 1 an. On nous appelle pour nous dire qu'elle va partir. Donc une chance, on est tous auprès de son lit à l'hôpital. Et en fait, elle part. Donc elle fait son dernier souffle. On nous dit de sortir de la salle. Et puis chacun, l'un après l'autre, on a le droit d'aller la voir. Okay. Donc chacun y va. Moi, j'y vais, et en fait, je regarde son corps, et c'est complètement fou, quoi. On se dit, mais elle est pas là. Elle est pas là. Ah, c'est ça. C'est un corps. Et là, je réalise qu'il y a quelque chose, que c'est pas possible, en fait. Que le corps, c'est rien. Enfin. Ça n'est qu'une enveloppe. Voilà, ce n'est qu'une enveloppe. Et je prends conscience qu'il y a forcément quelque chose qui se passe autour de ça. Donc, je vais la voir. Déjà, c'est un peu vicieux, mais je vais regarder déjà au-dessus de sa tête de quoi elle était décédée, et je sens tout de suite un recul. Comme si, non, mais t'as pas besoin de voir ça, c'est quoi l'intérêt de voir ça, quoi. Donc déjà, je ressens comme quelque chose qui me pousse. Comme si on vous en empêche? Comme si on m'en empêchait. Comme si c'était, voilà, c'est intime, quoi, t'as pas à regarder ça. Okay. Et puis au final, je me dis, mais rester là pour faire quoi? Enfin, je comprends pas trop le sens de venir. Et je vais lui dire dans l'oreille, t'inquiète pas, maman, on continuera de se parler. Spontanément, comme ça? Spontanément, sans aucune... je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc c'est vrai que j'en parle à personne, en fait, je sors de la chambre et je me dis... pourquoi j'ai dit ça, quoi? Ouais, enfin, en fait, je réalise pas trop, je l'ai dit, et puis au final, je continue à faire ma vie. Bon, arrive après l'enterrement, évidemment très très difficile, on imagine bien, surtout quand on est jeune. J'avais une sœur qui avait 11 ans de moins que moi, donc la vingtaine, très très difficile. On était une famille très unie, pas de problème, contrairement à... C'est vrai, en général, les médiums, on dit qu'elles ont des vies très difficiles quand même. Souvent, les thérapeutes aussi, ils ont des parcours de vie assez cabossés, avec de grosses difficultés, des choses un peu lourdes. Parfois, ce sont souvent des écorchés vifs, ce sont souvent des gens comme ça. Exactement. Vous, c'est une famille aimante sans problème? Pas du tout, enfin, j'ai aucun problème, quoi. Tout va bien. Okay. Et donc arrive le jour de l'enterrement où j'ai envie de sauter dans le chaos, en fait. Je me dis clairement. C'est-à-dire que en fait vraiment c'est le brouillard, en fait, je me souviens même plus. Enfin, je me rappelle avoir suivi un peu tout le monde, qu'il y avait beaucoup de monde, qu'il y avait normalement il devait y avoir des discours, des professionnels, des collègues de ma maman, parce qu'elle était très connue dans son milieu professionnel. Voilà, exactement. Et en fait, je me souviens, enfin, c'était néant, quoi. Je me souviens de rien. Et j'arrive là et je vois ma mère dedans. Je me dis, c'est pas possible, il faut que j'y aille avec, quoi. Et on me retient parce que j'ai envie d'y aller. Ah oui, physiquement, c'est pas qu'une pensée, pas qu'une émotion de l'instant qu'on peut comprendre. Non, en fait, je me dis, qu'est-ce qui va se passer si j'ai plus ma mère? C'est pas possible. Okay. Enfin, c'est impensable, en fait. D'accord. Impensable. Okay. J'ai pas la notion de la mort, en fait. Et surtout du spirituel. C'est vrai que quand on a cette chance-là de se dire, bon, il existe quelque chose après, c'est vrai qu'on voit que les gens qui sont dans la religion, par exemple, n'ont moins cette peur-là. On a tous quand même la peur de passer de l'autre côté, mais on a quand même on a moins cette peur de se dire, bon,
Il y a quelque chose après, c'est dur physiquement, le fait qu'on soit plus l'un à côté de l'autre, mais quand même, on se dit, voilà, on a quand même un espoir. Mais là, je me dis, il n'y a plus rien. Comment c'est possible que tout ça existe et que du jour au lendemain, je ne vois plus ma mère? Alors, à partir de là, vous cherchez? À partir de là, je me mets en tête qu'il y a un moyen de communiquer avec elle. Mais sans aucune... c'est complètement irrationnel, parce que je me dis, comment et quoi, qui, enfin, j'ai même pas la conscience de l'âme, de l'esprit. Ouais. Mais non. Vous démarrez de zéro. Ah, mais c'est pour ça que je dis, quand je parle en général de mon évolution, les gens qui m'ont connue quand j'étais jeune me disent, mais je te crois 100%, franchement, parce que je t'ai connue avant. Et que j'avais pas du tout la notion de tout ça, quoi. Ah. Et donc, je me dis, allez, je suis en recherche, en fait, en quête d'un sens, d'une vérité, de quelque chose qui peut exister, peut-être une part de ma maman qui peut être quelque part. Où, j'en sais rien. Comment, j'en sais rien non plus. Mais grâce au numérique, je vais aller taper sur Internet comment communiquer avec les défunts. Waouh. Alors là, vous avez 72 millions de pages. Eh ben, j'ouvre la première. Okay. Parce que franchement, je suis très pressée, à vrai dire, parce que je suis en peine. Je suis en peine, je suis pas bien du tout. J'avais 2 enfants en bas âge, mon grand qui avait 4 ans et ma petite qui avait 2 ans. Ouais, mes beaux-parents qui les gardent, parce que je suis incapable de les gérer, incapable de les avoir auprès de moi, parce qu'en fait, je suis dans la peine totale. Ouais. Et donc, je trouve l'écriture automatique à l'époque. On n'appelait pas ça médiumnique. Et donc, écriture automatique. Et bêtement, hein, je vais exactement faire ce qu'on me dit de faire. C'est-à-dire, on prend une feuille, on prend un stylo, se met dans une ambiance un peu émotive. Donc moi, je vais mettre la musique de ma maman, qu'elle avait eue quand on l'accompagnait pour aller à l'hôpital, donc une chanson forte en émotion. Et en fait, je vais attendre comme ça, quoi. Je vais attendre. C'est ça. J'attends. Et à un moment donné, je sais plus au bout de combien de temps, bah, ma main commence à bouger. À bouger. Donc elle avance, elle avance. Alors au début, j'ai vraiment rien, hein. C'est ce qu'on disait au début, mais moi je savais pas ce qu'on pouvait avoir. Hein. Donc moi je m'attends à avoir des écritures, évidemment. C'est ça. Je suis là, t'inquiète pas. Alors, il était une fois, nous étions... non, pas du tout. Non. En plus, j'en suis une bibliothécaire, donc les livres, l'écriture, ça me parle pas mal. Et non, alors au début, bah, je faisais juste des petites vagues, des petites... voilà. En fait, on dit qu'au début, on nous prépare le poignet pour l'écriture. Je l'ai su après, évidemment. Et je commence à faire quand même un cœur. Je commence à écrire un mot que seule ma maman donnait à mon papa dans l'intimité. Ok. Et qu'est-ce que je fais, évidemment? J'appelle mon père. Pendant que je suis en train de faire ça, je me dis, mais attends, je vais pas être toute seule dans ce délire. Dans ce délire, ouais, voilà. Un peu ça. Je lui dis, j'appelle mon père, parce que je suis proche de mon père. Je dis, papa, je crois que je suis en train de parler à maman. Et mon père me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et mon père aussi, dans la tristesse. Oui, mais en fait, dans la tristesse, bizarrement, il n'était pas du tout cartésien. Et oui, la plupart des gens cherchent cette possibilité. Il s'est dit, il y a quelque chose, voilà. Et donc, du coup, bah, on habite à côté, il habite à une ville juste à côté. Donc, il me dit, j'arrive, ma fille, t'inquiète pas, j'arrive. Okay. Donc, ni une ni deux, il arrive, moi, je continue et tout. Non, mais c'est complètement improbable. Est-ce que le petit nom que vous arrivez à écrire, qui est donc le petit surnom que donnait votre maman à son mari, votre père, vous le connaissiez, ce surnom? Ah bah non. Ah non, vous le connaissiez pas du tout? Ah bah non. Ah ok. Bah non, dans l'intimité. Je suis pas. Mais alors pourquoi est-ce que vous appelez votre père pour ce mot-là, Non, pas pour ce mot-là. Je l'appelle pour lui dire il y a quelque chose qui se passe. Okay, il y a quelque chose qui se passe. J'ai l'impression d'avoir quelque chose en fait avec ma maman. Ok. Donc lui, il arrive, il voit le mot. Voilà. Donc lui, il arrive, il me voit en train d'écrire. Il me fait mais qu'est-ce que tu fais? Je dis mais je sais pas. J'ai l'impression que je parle avec maman. Et je continue quoi. Et il me dit, mais c'est pas possible, pose-lui des questions. Donc, je commence à poser des questions, et elle me met des petits mots. Et à un moment donné, elle m'écrit maman. Donc, elle me fait vraiment écrire maman, mais sans les traits, vous voyez. Donc, en fait, je lève pas le doigt, les doigts. J'écris des petits mots au début, parce que j'ai pas des grandes conversations, évidemment. Et arrive l'heure où mon père il me dit attends les enfants, il faut faire quelque chose, faut t'arrêter parce qu'il faut que tu ailles chercher tes enfants, etc. Je devais aller les chercher. Mais pardonnez-moi, je vous coupe, mais juste avant, il a vu le mot, le petit diminutif. Oui. Et donc il me dit mais c'est pas possible.
comment tu fais pour où elle est maman? Et il commence à pleurer. En fait, mon père commence à fondre en larmes. Il pleure. Il est complètement bouleversé. Parce que quoi. ça, c'est une preuve flagrante. Si oui, vous ne connaissez pas ce mot, vous arrivez à l'écrire et lui, il le reconnaît évidemment instantanément. Bien sûr. Waouh. Donc on se dit, il y a quelque chose. Oui, mais en même temps, oui, bien sûr, mais c'est un tourbillon, j'imagine. C'est un tourbillon, en fait. On réalise pas vraiment sur sûr. l'instant. C'est après qu'on va analyser en fait la situation. Et voilà. Donc je m'arrête comme ça. Ok. Là-dessus. Donc on se regarde avec mon père et il me dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, c'est vrai que ça remet tout en question en fait. Ah non mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'improbable. C'est une preuve. C'est une des preuves. C'est une des preuves. Et alors c'est à ce moment-là que parce que vous allez rentrer dans une sorte de boulimie de savoir, de comprendre, de recherche et là vous allez faire de la sophro, de l'hypnose, des constellations familiales, la tranche chamanique, les cérémonies chamaniques. Vous allez tout expérimenter en fait. Oh, ça c'est bien plus tard. C'est bien plus tard. Au début, j'essaye de justement communiquer de plus en plus et avoir de plus en plus d'écriture. Ce qui va être le cas? Oui, parce qu'en fait, comme les enfants sont petits, donc mon grand, il est à l'école maternelle, et ma deuxième, elle était avec moi, puisque je la gardais 3 ans, donc elle avait que 2 ans. Donc à chaque fois qu'elle est à la sieste... Ouais. Hop, écriture. Allez, c'est le moment, on y va. Okay. Écriture. Et ça marche à tous les coups? Ça marche à tous les coups. J'ai aucun problème d'écriture. Oh. Ça marche à tous les coups. Avec c'est toujours votre maman? Toujours ma maman. Après, j'ai eu ma grand-mère. Après, j'ai eu des membres de ma famille. Donc, évidemment, comme je suis quelqu'un de très cartésienne, je me dis, attends, ça se trouve, c'est moi, tout simplement. C'est la première réaction, et on va se dire, oui, ok. C'est moi, je comprend, fabule. Elle est dans la souffrance, elle est dans la peine. Mais tout le monde me l'a dit. Hein. Bah, j'imagine que tout le monde vous a dit la même chose. Tout le monde m'a dit, elle a envie, ça la rassure, bah, tant mieux, si ça lui fait du bien, tant mieux. Ben, bien sûr, ça c'est la réflexion systématique, bien sûr. Voilà. Comment vous êtes sûr? Alors, comment je suis sûre? Je suis sûre parce que je vais pas contacter que ma maman. Je vais me dire, attends, ok, il se passe peut-être quelque chose, mais prenons un peu de recul, allons soit consulter d'autres médiums, justement, ou avoir d'autres expériences avec des gens que je ne connais pas. Donc, je vais aller voir le fameux médium Henri Vigneault, et je vais prendre rendez-vous avec lui. Comme par hasard, ça tombe une date clé, qui est mon anniversaire. Donc j'arrive le jour de mon anniversaire, alors que, vous savez, on doit attendre un an d'attente. Donc je tombe sur ma date d'anniversaire, etc. Et donc il me rassure en me disant que oui, en effet, ma mère est bien de l'autre côté. Enfin, il m'apporte plein de choses. Et j'étais avec mon frère. Et on connaît en plus la technique d'Henri, qui consiste à ne vouloir connaître aucune information de votre histoire, de votre parcours, de même la raison pour laquelle vous êtes là. Il veut rien savoir. Rien du tout. Et en fait, je viens avec mon frère, qui est ingénieur, donc vous imaginez très scientifique, très cartésien, et je me suis dit, celui que je dois emmener, parce qu'on a le droit d'être 2, c'est mon frère, obligatoirement. Et mon frère sort de là complètement dépité. C'est cool qu'il ait accepté de venir déjà, hein. S'il est très cartésien, il joue le jeu. Un scientifique, normalement, et dans la... Oui. Il veut chercher, il cherche, bien sûr. Il est dans la preuve, il n'est pas normalement buté. Bon, donc, il a été calmé? Il a été calmé direct. Il m'a dit qu'est-ce que c'est que ça oui, apparemment, voilà, il se passe quelque chose. Enfin bon, bref, après on est toujours dans cette comment dire. C'est une spirale après, hein. Ouais, c'est jamais assez. Non, c'est jamais assez. Ouais. Il en faut encore un peu plus, davantage, plus précis, voilà. Toujours. Ouais. Donc en fait, je me dis, on va aller chercher une personne que je connais pas. Est-ce qu'Henri vous dit que vous êtes médium? Non. Enfin, non, pas du tout. Non. Pour l'instant, non. Par contre, il parle d'écriture. Ok. Il dit que vous écrivez, il y a quelqu'un entre vous deux qui écrit. Voilà, donc il me parle d'écriture, il me dit que c'est bien, faut que je continue. Ok. Voilà, donc là, en tout cas, il me parle d'écriture. Ok. Voilà, et donc, du coup, il est en contact avec votre maman, il vous confirme que c'est votre maman? Bien sûr. Eh oui. Sans problème, en fait. Donc, c'est complètement... Bon, c'est dingue, et puis en même temps, je le crois sans le croire. Ouais. C'est toujours pareil, en fait, on se dit, il m'en faut plus. Ouais. Et je me dis, franchement, la seule solution, c'est de le faire avec quelqu'un que je connais pas. Et là, je vais en vacances en Espagne, parce que mon papa a une maison en Espagne, et par hasard, un de ses copains a perdu son frère. Et il me dit, écoute, Émilie, tu sais quoi, j'ai mon copain qui est en peine, et je lui ai expliqué ce que tu faisais. C'est ton père, c'est votre père, pardon, qui vous dit ça? Oui, c'est mon père. Il vous pousse? Oui.
à aller faire de l'écriture automatique pour quelqu'un d'autre. Exactement. C'est un comble quand même. C'est ça. Ouais. Et moi, en général, j'ai toujours une photo. J'aime bien regarder la photo et j'aime bien regarder les yeux, parce que j'ai l'impression que il y a tout dans les yeux, en fait, que je peux me connecter avec l'âme de la personne, et qu'en fait, il y a vraiment une énergie sur la photo. Donc, moi, souvent, je touche la photo et je regarde vraiment les yeux de la personne. Et là, il me dit, je dis, mais t'as pas de photo, ça va être compliqué. Évidemment, je me dis, je vais pas y arriver, quoi. Sans photo, ça va être compliqué, j'ai toujours fait que la photo. Ouais. On essaie toujours de se dire. Support. Ouais, de se dire, non, je vais pas y aller parce que bon, on sait jamais, si jamais j'ai rien. Enfin, toujours pareil, quoi. Se dire, ça se trouve, j'aurai rien, je vais le décevoir. Et il me dit, écoute, c'est pas grave, essaye, en fait. Je te donne une photo, il va m'envoyer une photo sur Internet, sur le portable, et puis tu vas essayer de te connecter comme ça, on sait jamais, quoi. Et puis, me voilà partie, il faisait 40 degrés en plus, j'avais super chaud. Me voir avec mes enfants dans la piscine, je me rappelle très bien de la scène, en train de sauter, super joyeux et tout. Et puis moi, je me dis, allez, hop, bon, on sait jamais, quoi. Et en fait, me voilà partie à écrire une quinzaine, parce qu'après, du coup, j'ai écrit une quinzaine de pages, quoi. Quinzaine, vingtaine de pages, où je raconte plein de choses de son frère, de sa relation avec son frère, etc. Il lui donne plein de mots d'espoir, ne t'inquiète pas, je suis là. Wow. Bon, jusque-là, rien de bon. Transcendant, hein, j'ai envie de dire. Ouais. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on se retrouve à des informations du genre « je vais bien, je t'aime, ne te soucie pas de moi », etc. Il n'y a rien de spécial. Bon, c'est un peu, c'est un peu bateau. On s'attend un peu à plus. Ouais. Et en fait, à un moment donné, donc il me dit, il me met dans une phrase, il me parle de Fraise des Bois. Et je me dis, Fraise des Bois, ça va pas passer. Parce que rien à voir avec le contexte de ce que je suis en train d'expliquer. Et je vois, ne t'inquiète pas, tu te rappelles, Fraise des Bois, etc. Et alors là, bon, je dis, allez, c'est bon, c'est fini, la conversation, je l'ai plus. Tente, papa, envoie-lui, et puis tu me dis. Et puis moi, je suis là, je suis comme ça, en train de je me dis, il va me prendre pour une folle, Fraise des Bois, rien à voir. C'est délicat, en plus. Hein. C'est délicat, je me dis, il est dans la peine. Je me dis, non, c'est horrible. Et je me dis, bon, on s'est jamais dit, lui, que je suis pas professionnelle, etc. Parce que moi, à l'époque, je le fais comme ça, quoi. Je dis, lui, surtout, que je suis pas professionnelle, que bon, qu'il se tienne pas à tous les mots, ça se trouve. Et je lui dis, appelle-le. Donc, il l'appelle. Et il lui dit, franchement, René, donc mon père s'appelle René, il me dit, tu sais pas, il y a quelque chose qui m'a vraiment bluffé, et je sais que c'est mon frère, parce qu'elle a parlé de Fraise des Bois. Et Fraise des Bois, c'est le nom qu'ils avaient tous les deux, parce qu'ils faisaient du parachute. Et en fait, c'est le nom de leur équipe, quoi, de parachute. Il s'appelle Fraise des Bois. Enfin, ils s'appelaient, eux, Fraise des Bois, parce que, enfin, si je me souviens bien, parce que ça remonte, c'est parce qu'ils mettaient quelque chose sur la tête, rouge. Ils avaient un casque un peu rouge, et du coup, ils s'appelaient Fraise des Bois, je crois. Ok, d'accord. Pour ça. Incroyable. Et là, je me dis, franchement, faut le faire. Et là, je me dis, j'ai reçu quelque chose. D'où? De qui? Encore, je suis pas encore persuadée, mais je me dis, c'est quand même assez dingue. Et voilà. Et donc là, à partir de ce moment. Ça vous conforte? Oui. À ce moment-là? Ouais. Là, je me dis, il y a quand même quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'on en fait alors de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Franchement, pour l'instant, c'était vraiment pour moi, hein, égoïstement. C'était moi, ma famille. Et je me dis, merci maman, quoi. T'es partie. On est dans la peine. En fin de compte, la peine qu'on a eue de son décès fait que je suis encore plus heureuse. Et je me dis, entre guillemets, c'est un mal pour un bien. Elle était là pour nous ouvrir à la spiritualité, puisqu'on était une famille qui n'était pas du tout dedans. Et j'étais la personne, apparemment, qui devait faire ce travail. Et je me dis, merci, quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça? Donc, en fait, voilà, je parlerai avec ma mère, après je vais parler avec mes grands-parents, etc. De là, on est arrivé à être thérapeute holistique. Alors, donc un chemin se fait. J'ai été bibliothécaire, donc 15 ans en section jeunesse. Et on m'apprend à un moment donné que mon fils, mon grand, à ses 8 ans, souffre d'une arthrite juvénile. Donc problème au niveau des articulations, il a mal au genou, il a mal au coude, il a une arthrite juvénile apparemment. On doit lui faire un traitement assez puissant, anti-inflammatoire, sauf qu'il fait un traitement, ça passe pas du tout, il est malade. Le deuxième, pareil, et là je me dis, c'est pas possible. Il y a forcément quelqu'un qui peut l'aider autrement qu'avec un traitement médicamenteux. Et là, pareil. Internet, mon meilleur ami. Internet, Thérapie, je sais plus. Franchement, je me souviens plus trop ce que j'ai écrit, mais
thérapeute qui pourrait soigner les problèmes inflammatoires de façon naturelle, en fait, thérapie alternative. Enfin, j'ai même pas les mots à l'époque, hein, donc je sais plus, je tombe sur un magnétiseur. Et donc je l'appelle et je lui dis, voilà, mon fils a ce problème, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous inquiétez pas, l'énergie est partout, vous n'êtes pas obligé de venir, parce que c'est un enfant et tout, hein. Alors moi, l'énergie est partout, je me dis, bon, quand même, oui, avec ce que j'ai, je peux quand même le croire. Donc je le laisse faire. Il appelle, il travaille sur lui, et en fait, petit à petit, mon fils a plus du tout mal au genou, il a plus du tout mal au coude, au poignet, et il a juste un petit peu mal encore aux chevilles. Et franchement, je me dis qu'on est tous dotés des mêmes choses et qu'on a tous un peu les mêmes capacités. Donc vous dites, j'en ai aussi. Bah, c'est pas que je me dis j'en ai aussi, je me dis pourquoi il pourrait le faire et pas moi. Oui, j'ai un peu ce truc-là de me dire pourquoi pas au final. C'est mon fils qui mieux que sa mère peut le soigner. Bien sûr, ouais. Donc je me dis allez hop, on y va, on expérimente. Donc je vais commencer à faire des choses instinctivement. Après je me dis quand même je vais me former. Toujours la légitimité. Donc je vais faire quand même une petite formation en magnétisme. Donc, au final je fais pratiquement pas ce que on vous a appris. Voilà. Et je le fais à ma sauce. C'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, il commence à se débarrasser de son arthrite. Et je me dis, bon, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, je me suis dit, bon, bah, génial, je peux faire des choses avec mes mains. J'en parle à mon père, toujours pareil, mon fameux papa. Il me dit, bah attends, t'es pas au courant? Papy, mon grand-père, on me disait, mon grand-père, ton grand-père, il me faisait des impositions quand j'étais jeune. En fait, un jour, il devait aller passer un examen. Et en fait, il avait très mal, il avait un torticolis, il pouvait même pas aller à l'examen. Et en fait, mon grand-père lui avait imposé les mains sur le cou. Et le lendemain, plus rien. J'ai dit, ah bon? C'est maintenant que tu me le dis, quoi, en gros. Et je me dis, bon, il y a quand même quelque chose. Alors aujourd'hui, votre histoire est fascinante et on vous écoute avec une attention. Émilie, donc votre panel, votre champ d'action, c'est l'écriture automatique, la médiumnité du coup direct. Par écriture automatique. Par écriture automatique. Et après, j'appelle ça de la claire connaissance. Bon. Le magnétisme. Magnétisme. Ok. Autre chose? Oui. La psychogénéalogie. Ok. Parce qu'en fait, déjà quand j'étais ado, en général, des ados, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, enfin un peu plus vieux, ils vont en boîte de nuit, etc., où ils sont en groupe avec leurs copains. Moi, c'était pas du tout mon cas. Je faisais des thèmes. Je montais des thèmes en astrologie autour de moi. Je lisais des livres de psy. Je voulais comprendre pourquoi on agissait comme ci ou comme ça. D'ailleurs, on me disait tout le temps, on dit noir, tu dis blanc. Enfin, je voulais toujours dire, mais non, si la personne elle est comme ça, c'est parce qu'elle a sûrement vécu ça. Enfin, j'avais toujours cette espèce de volonté d'excuser un peu, de trouver quelque chose en fait, une explication, en tout cas, à ce que les gens pouvaient avoir. Et donc, je travaillais aussi sur ma généalogie. Je commençais déjà à travailler sur mon arbre généalogique. Instinctivement, pareil, j'en sais rien, je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui font ça. Et de fil en aiguille, je me suis dit, c'est bizarre, ces problèmes d'arthrite, etc. Je sais pas, il y avait des choses, mon grand-père avait fait les camps de travail pendant 5 ans en Allemagne. Je sais que mon père, il en a souffert très longtemps, il avait de la somatisation. Et je me dis, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. J'ai l'impression qu'on récupère des choses. Je sais pas comment. Des mémoires. Des mémoires. À l'époque, j'avais pas tous ces mots-là, évidemment. Et je me dis, je sais pas, il y a quelque chose à faire là-dessus. Pareil. Moi, je suis bibliothécaire, donc là, par contre, je vais aller consulter ce que j'ai en rayon. Et je vais tomber sur la psychogénéalogie. Et je me dis, c'est tip top. J'ai fait des études en sciences de l'éducation, donc j'étais très psy. La généalogie, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut, quoi. Et donc, je vais me lancer dans la psychogénéalogie. Et ce qui est génial par rapport aux constellations familiales, c'est pas du tout la même approche. Constellation familiale, c'est vraiment au niveau du ressenti émotionnel. On est vraiment en groupe et on va travailler sur l'émotion, sur le ressenti. Moi, c'est vraiment de l'analyse. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très rationnels. Ça leur va très bien, la psychogé, parce qu'on va aller analyser plein de données, qu'on va analyser les prénoms, s'il y en a 1, 2, 3, la place dans la fratrie. On va vraiment aller analyser plein de choses, des dates de naissance, de décès, voilà. Et qu'est-ce que ça a dit pour vous, alors, par rapport à votre histoire, par rapport à ces problèmes de rhumato et autres Alors, rhumato,
j'ai pas été chercher là-dessus parce qu'en fait, ce qu'on dit en psychogé, c'est que il faut toujours travailler sur soi et pas sur les autres si les autres le demandent pas. D'accord. Et on vient avec une problématique. Donc moi, on n'a pas le droit de prendre le pouvoir de quelqu'un. Si la personne ne demande rien, je vais pas lui dire ah tiens je vois ci. Non, c'est pas possible. Donc la personne elle vient avec une interrogation. Donc pour moi, j'ai travaillé pour moi. Qu'est-ce que j'avais pu récupérer. Et donc j'ai fait toute mon analyse et en fait j'ai récupéré moi du côté de ma mère. Donc au niveau de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère où j'ai un lien au niveau de la date de naissance et date de décès. Donc en fait, on me demande de réparer la vie de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Donc ça, j'ai appris ça, que j'étais un enfant de remplacement, comme on dit en psychogé. Et voilà. Donc oui, c'est vrai que ça ouvre des portes. Et je me suis dit, bah oui, ça me parle. Qu'est-ce que vous avez fait de cette information après? Et ben, je me suis libérée parce qu'en fait, je travaille sur la libération par écriture, parce que moi, du coup, l'écriture, ça me parle bien. C'est la base, hein, chez vous, l'écriture. Franchement, c'est la base. Et donc, ça sera l'acte symbolique. Donc, en acte symbolique, je vais aller libérer la mémoire transgénérationnelle, la mémoire cellulaire de la problématique qui a libéré, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes qui vous consultent, votre travail de base, même si on a vu que votre champ d'action est quand même assez éclectique. Et le travail de base, le support, c'est l'écriture. Pour les personnes qui vous consultent. Oui. Ouais. Je passe automatiquement vers l'écriture, mais comme je fais aussi des soins énergétiques, et ben je travaille avec mes mains. Oui, bien sûr. Et je suis aussi sonothérapeute. Donc je travaille avec les instruments. Alors là, par contre, je me suis pas du tout formée parce que je pars du principe. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais je pars du principe qu'on appelle ces instruments des instruments intuitifs. Oui. Donc par définition. La formation. Laissons l'intuition faire son œuvre. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc en fait, je suis automatiquement attirée par certains instruments. Je vais aller fréquenter les salons, après salons zen, etc. Ouais. Et je vais laisser en fait parler mon corps, etc. Et je vais aller voir une vendeuse de bols tibétains et je vais aller lui prendre des bols. Des bols. Après, c'est le tambour qui m'a appelé. Donc après, pareil, le tambour. Et au fur et à mesure, je vais aller libérer des choses au niveau corporel. Donc vraiment dans les mémoires cellulaires transgénérationnelles, parce que je me suis rendu compte que c'était souvent ça que j'allais rechercher, libérer. Et donc, je vais aller libérer avec mes instruments. Donc c'est jamais la même séance finalement, parce que je vais vraiment aller travailler en magnétisme et en même temps, je vais aller me balader avec mes instruments autour de la personne qui est là. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, par exemple. Si on pouvait me dire, quand on vient vous voir, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient travailler en transgénérationnel, on va dire. On va libérer quelque chose de ses ancêtres. En fait, j'ai un lien très puissant avec les ancêtres. Et ça depuis toujours, parce qu'après donc j'ai beaucoup expérimenté. Oui. J'ai fait de l'hypnose, et hypnose régressive. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des transes chamaniques. Donc j'étais voir une chamane et j'ai été contacter mes vies antérieures. Et donc j'ai été voir 3 vies. Alors moi je pars direct. C'est-à-dire qu'un coup de tambour et bam, ça y est, je suis partie. Ah ouais, non, franchement c'est c'est impressionnant parce que j'ai le lâcher prise facile en fait. Donc j'ai été revisiter 3 vies antérieures de guérisseuse. Ok. Voilà. Donc je me suis dit, parce qu'en général, ce que j'entends en tout cas, c'est qu'en général, quand on va voir nos vies antérieures, c'est toujours des vies super compliquées, quoi. Ah, j'ai vécu des choses difficiles, et moi pas du tout. En fait, je pense que j'ai été recontacter on va dire des talents, quoi, des choses que j'avais déjà exploitées, que je peux maintenant redistribuer, voilà. C'est ce que je me suis dit, parce que je vois pas quel est l'intérêt d'aller revisiter ces vies à part ça, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans votre parcours de vie, il y a eu des phases de doute, et il y a eu des questionnements. Tout ça, c'est fini? Tout ça, c'est fini. Vous n'êtes plus dans le doute? En tout cas, j'ai pas peur de mourir. Ça déjà, c'est quand même, je pense que c'est une grande peur qu'on a tous et qui fait que c'est parfois difficile de vivre. De vivre, ouais. Donc déjà, c'est quand même quelque chose de très important pour moi, d'essayer en tout cas d'aider les gens à ouvrir justement ce côté spirituel, ce côté après. Donc souvent quand les gens viennent me voir,
J'essaie de surtout interroger ce côté-là. Est-ce qu'ils sont spirituels déjà? Est-ce qu'ils ont cette ouverture-là? Quand je vois que souvent ils n'ont pas cette ouverture-là, je vais essayer d'en parler avec eux. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et souvent, il y a des montées qui arrivent. Parce que souvent, ils peuvent venir avec une problématique, mais au final, on sent qu'il y a toujours... C'est toujours la peur de la mort, au final, bien sûr, qui est très, très récurrente. Et qui est légitime. Qui est légitime. On sait qu'on va tous mourir, mais on a quand même cette peur-là et on ne sait pas... Voilà. Donc, là-dessus, voilà, bon, après, je suis déjà assez contente. On a plus peur de souffrir, je pense. Voilà, c'est surtout ça. Je me dis, j'espère que je souffrirai pas avant de partir. Mais après, non, les peurs, on a tous des peurs dans la vie. Si on n'avait pas de peur. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec votre maman? Non, parce que je la laisse vivre sa vie de l'autre côté. Parce qu'en fait, je pense qu'aussi, il faut pas être acharné, c'est-à-dire que elle est partie, il faut aussi accepter. Alors, je sais pas si le deuil, ça veut dire vraiment quelque chose, faire le deuil de quelqu'un. En tout cas, je pense que j'ai fait le deuil du fait qu'elle ne soit plus là. Elle est ailleurs, d'accord, mais elle n'est plus là. Et je pense qu'entretenir trop souvent des écritures comme ça... C'est-à-dire que vous ne la demandez plus? Ah si, par contre, toujours. Ah, je suis plus en écriture, mais elle est toujours auprès de moi. Okay. Elle m'aide toujours, elle m'accompagne, mais pas que ma mère. Je demande toujours à ma fameuse grand-mère, la grand-mère... j'ai su en fait que c'était elle qui me protégeait, qui était mon guide. En allant voir d'autres médiums, on me dit mais votre grand-mère, mais je dis mais je l'ai jamais connue ma grand-mère. Comment ça peut être elle qui me guide, qui me protège? Je l'ai pas connue. Et en faisant après mon arbre, je me dis mais je suis en lien, en psychogé, je suis en lien avec elle direct. En fait tout a été toujours en fait comme ça quoi. J'ai toujours des synchronicités, où je pense à, je dis, s'il vous plaît, là, les anges, mon guide, mes guides, aidez-moi, parce que je vais, et bam, j'ai une plume qui tombe. En fait, j'ai toujours quelque chose qui fait que ça me valide, en fait. Par exemple, pour venir ici, j'avais fait une écriture. J'avais contacté mes guides pour savoir, qu'est-ce qui pourrait se passer ces futurs, dans les futurs temps. Voilà, hein, pour voir s'il y avait des choses à faire, etc. Des messages à transmettre. Et on m'a dit que je pouvais bien passer par les réseaux sociaux, que c'était pas un problème en soi, mais qu'il fallait juste faire les bons choix, des bonnes personnes et sentir le bon moment, les bonnes opportunités, etc. Et là, vous écrivez A, B et C. J'écris rien, je tombe sur votre sur la chaîne, votre œuf, et puis moi je me dis c'est pas un hasard parce que ça m'est jamais arrivé. Donc en tout cas, merci à vous de faire d'abord ce que vous faites, de le dire avec cette sincérité, cette authenticité, ce qui se sent, qui se ressent. J'espère. Vraiment. Ah ouais, franchement, ça se ressent. Moi, j'ai été happé par votre histoire et votre parcours de vie et la manière dont vous racontez les choses. Et vous dites cette phrase, vous dites esprit et maintenant, en 2 mots, au travers évidemment de l'écriture automatique. Ouais, ça, c'est quand l'amour est plus fort que la mort, c'est aussi un leitmotiv dans votre vie. En tout cas, essayer de faire comprendre ça au plus grand nombre, apaiser les consciences aussi, accompagner aussi. Vous avez tout dit. Ouais. C'est mon but ultime, d'essayer de faire comprendre aux gens qu'il faut profiter de la vie. Parce que c'est vrai que je travaille avec les défunts, je travaille avec le monde des morts, mais je suis quelqu'un de très joyeuse. C'est vrai que souvent on se dit elle doit être déprimée, celle-là, elle doit être dedans tout le temps, alors les morts. Et en fait, c'est tout l'inverse. Ça me donne encore plus l'envie de vivre et de mettre de côté les choses qui peuvent être anodines. Finalement, on fait la part des choses. Est-ce que votre famille de cartésiens est reconvertie maintenant? Ils sont tous convaincus. C'est vrai? Ah, c'est beau. Mon père, ma sœur, mon frère, ils sont tous... Donc ils vous demandent de temps en temps? Mon père, Tu tout le temps. crois que, et tu crois que? Papa, mon père, tout le temps. T'as eu maman ces derniers temps? Mais je dis papa, je lui écris plus. C'est beau, c'est beau. Ouais, souvent il est comme ça, Ah, c'est mignon. Et je lui fais des soins aussi, souvent. Bah j'ai mal au dos, tu me ferais pas un soin? Je dis, voyons que ça change parce que tu m'aurais pas dit ça il y a 15 ans. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Émilie Soulier, voilà, je vous invite d'abord à revisionner ça, à partager cette vidéo, à rentrer en contact avec Émilie au travers de ses réseaux et en particulier au travers de son fiche index. Il y a évidemment autour de cette vidéo tous les liens pour que vous puissiez entrer en contact avec Émilie. À distance, tout se fait. Tout, l'énergie est partout. L'énergie est partout. Vous avez bien appris la leçon, hein. On vous l'a bien dit une fois, c'est ancré, hein, ça y est. L'énergie est partout.
Et puis, je vous remercie infiniment d'être venu par ici. Je pense qu'on aura l'occasion, évidemment, de reparler de votre expertise et de votre parcours de vie, parce qu'on pourrait faire une émission beaucoup plus longue là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire, j'imagine. Mais on a l'essentiel et c'est important. Émilie Soulier, autour de cette vidéo, tous les liens. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.